3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Olivier de Béranger avec nous également, directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Sébastien Lalvé à nos côtés également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général d'Arbevel. Quelle moitié du verre vous regardez à l'issue de ce mois d'avril, Sophie? On a une correction obligataire qui est quand même repartie de plus belle. C'est-à-dire que tout le rallye de novembre-décembre a été désormais complètement effacé sur des indices agrégés. Les taux longs américains ont franchi 4,70 ces derniers jours avant de se stabiliser sur cette fin de mois. Et dans le même temps, on a vu des actifs risqués, des marchés actions qui ont certes retracé de 3, 4, 5%, tout dépend où on regarde, mais sans vraiment corriger au-delà d'une petite baisse de quelques pourcentages. Oui, je pense que ce qui est notable, effectivement, Grégoire, c'est que dans ce mouvement de correction obligataire, les taux réels se sont quand même tendus de près de 70 points de base aux États-Unis. On avait fait un point bas à 60, on est revenu proche des 2,30. Il y a eu une correction, mais plutôt une résilience, en fait. Ça ressemble plus à une saine respiration de marché, avec une correction relativement contenue. En revanche, sous le niveau de l'eau, énormément de rotation, avec des secteurs qui ont été portés finalement par ce retour de tension obligataire dans un contexte économique qui reste porteur. Puisqu'au fond, pour les actifs risqués, ce qui compte, c'est pas tant les tensions obligataires que la dynamique économique. Donc les taux se sont retendus sur une dynamique économique qui reste porteuse, avec de petites interrogations inflationnistes aux États-Unis, mais pas de remise en question profonde du scénario. Donc plutôt une relative résilience des marchés et puis beaucoup de rotation. Alors, un peu de prise de bénéfices sur la partie technologique, qui avait énormément rallié, qui a poursuivi son rallye engagé depuis le début de l'année et depuis plusieurs mois, en faveur de secteurs plus cycliques, alors qui sont portés par d'autres éléments. On parlait hors antenne ensemble du rallye silencieux des financières européennes. On a plus de 20% de hausse depuis le début de l'année pour le secteur en Europe. Absolument, qui ont bénéficié de valorisations extrêmement attractives, mais qui sont le cas depuis longtemps. Oui. Mais surtout d'une amélioration de leurs perspectives opérationnelles, avec des taux qui sont redevenus positifs et finalement des niveaux de taux qui ne rebaissent pas trop vite. Ce qui, pour ce secteur, est un point positif. On a eu aussi le bénéfice des bénéfices très positifs sur le secteur des matériaux, qui sont aujourd'hui portés, notamment en partie par la stabilisation de l'activité en Chine. On parle moins du marché chinois pour des raisons évidentes, puisque le marché a contre-performé depuis longtemps, mais on a là une amélioration, une stabilisation, une légère reprise, même avec un premier trimestre qui a été un peu meilleur qu'attendu. Donc, un secteur des matériaux qui lui aussi est un secteur perçu comme décoté, value, qui a un peu porté le marché. Donc, pas mal de rotation dans ce marché, avec effectivement des interrogations, notamment autour de l'intelligence artificielle, etc. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue sur le thème de l'IA générative? On pourra en reparler. Sur la dimension macro, Olivier, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans l'analyse? On a pu percevoir peut-être des doutes, en tout cas des questionnements sur le couple croissance-inflation aux États-Unis notamment. Est-ce que ça reste quelque chose de solide, notamment en termes d'activité, ou est-ce qu'il y a un petit déréglage là entre le régime d'inflation qui garde un momentum quand même dynamique, on va dire, et une activité qui peut donner ici et là, sous la surface, comme le disait Sophie, des signes peut-être d'essoufflement à un certain point? C'est vrai qu'on a eu un petit peu une double déception la semaine dernière, avec une croissance un peu plus faible qu'attendue. Il y a un PCE qui semble toujours aussi difficile à converger vers les cibles de la Fed. Mais dans une semaine, justement, où on a eu ces indicateurs macroéconomiques, on s'aperçoit que la stratégie de racheter les retracements sur la bourse, elle a toujours fonctionné. Je regardais même la performance du S&P et du Nasdaq la semaine dernière. C'est la meilleure performance hebdomadaire de l'année. Donc ça veut dire que les mains qui sont prêtes à racheter, si ça corrige un peu, elles sont fortes. Ce qui ferait arrêter ce rachat sur repli, ça pourrait être soit des inquiétudes sérieuses sur la croissance. Pour l'instant, je pense qu'on les a pas aux États-Unis. On voit que la croissance, elle est ni à 5 comme c'était au troisième trimestre de 2023, ni à 1. Elle est autour du potentiel. Ça se situe un peu en dessous de 2. On reconverge vers ce niveau. Donc, pas d'inquiétude particulière en Europe. On est toujours
Oui. Mauvais, comme d'habitude, 0,5, ça bouge pas. Médiocre. Il n'y a pas d'anticipation. Donc, soit choc économique, soit politique des banques centrales qui seraient très écartées de ce à quoi s'attendent les marchés. Alors, ce qui est difficile, c'est de savoir à quoi s'attendent exactement les marchés, parce qu'ils sont particulièrement volatiles ou voire même volages. Mais pour la zone euro, en tout cas, il me semble que la baisse des taux, elle arrive. Et ça, c'est quand même un puissant soutien pour les actifs risqués. Je serais tenté de dire la baisse des taux, ce sera juin, ce sera juillet, voire même les deux, si on veut être un peu optimiste, parce qu'il ne faut pas oublier d'avoir en tête que le retrait de liquidité de la BCE a été particulièrement violent. Vous savez que les deux bilans Fed et BCE, ça faisait à peu près 9 000 milliards de leurs devises respectives. On est tombé à 6 500 milliards à la BCE. Les non-renouvellements des TLTRO, c'est quasiment 2 500 milliards de liquidités en moins. Ouais. Donc maintenir des taux à 4,5, puisque je le rappelle toujours, les taux en zone euro, ils sont à 4,5 et pas à 4. Maintenir des taux à 4,5 avec une croissance à 0,5 et une inflation qui va sortir demain à 2,4, je trouve que si on veut détruire de la capacité industrielle en zone euro, il faut continuer comme ça et on va y arriver. Donc, je pense sérieusement qu'on est sur le bon chemin et que donc il n'y a pas de raison que les actifs risqués européens baissent fortement. D'autant plus qu'on connaît toutes les histoires de décote historiques par rapport aux États-Unis. Et même si on considère que ces baisses de taux un peu assurantielles, ou en tout cas vont permettre de redonner de l'activité économique, vont être profitables aux actifs risqués, est-ce que le fait d'avoir une Fed peut-être un peu coincée là, à court terme sur un horizon de quelques mois, et une BCE qui a désormais, comme vous le dites, tous les arguments pour y aller en juin, voire juin et juillet, est-ce que ça permet de privilégier des actifs européens par rapport à des actifs américains aujourd'hui, par exemple, sur les marchés actions en tout cas? Alors, écoutez, moi j'ai commencé il y a 17 ans dans l'asset management et j'ai l'impression que tous les ans on dit c'est l'année de l'Europe. Donc probablement que cette année, c'est pas impossible que pour une fois... Hors effet janvier, parce que je sais que le 1er janvier, on a envie de repartir d'une page blanche dessous. C'est pas complètement impossible. Surtout si, comme le disait Sophie, la tech... qui est quand même un marché essentiellement américain, qui se calme un peu, sans s'effondrer, mais simplement se calme un petit peu. On sait que nos indices sont un peu plus lourds en secteur bancaire, même si le poids n'a fait que diminuer. On sait qu'on a un biais sectoriel sur le luxe qui est important, donc s'il n'y a pas de récession, ce qui était quand même le scénario central il y a encore quelques trimestres, eh ben on s'en sortira bien. Donc, oui, pourquoi pas. Il y a des arguments, quoi. Il y a toujours, on connaît les raisons négatives sur la zone euro, c'est la gouvernance, c'est le choc énergétique, on connaît toutes les histoires. Bon, les prix du gaz sont quand même vraiment très, très retombés, très, très bas, sur la norme précédant la crise russo-ukrainienne. J'ai pas refait le pointage précis, mais depuis le point bas d'octobre ou de début novembre, l'Eurostock 50 démérite pas du tout par rapport au marché américain, y compris le Nasdaq, je crois. Donc, et si on prenait le Dow Jones, alors là, on le pulvérise. On le pulvérise. Bon. C'est un moment européen, là, de ce point de vue-là, pour l'investissement action, Sébastien? Si on enlève ce qui monte, ça monte moins. Mais, c'est quoi, pardon? Quand on enlève ce qui monte, ça monte moins. Mais aux États-Unis, la semaine dernière est très bonne parce que Google et Amazon prennent plus de 10% sur leurs publications. Que ça représente... C'était Microsoft, Amazon. Microsoft. Bien sûr. Représente X% des indices et... je crois qu'ils ont mis 250 milliards de market cap en plus sur la journée de vendredi. C'était fin février, je crois que le S&P était à plus 20 sur un an, mais si tu retraitais des 7 magnifiques, tu n'étais plus qu'à plus 5. Donc il y a cet aspect indiciel qui est lié aux pondérations. Mais on voit même, justement, point intéressant, les indices équipondérés, malgré le fait, l'événement Alphabet, Microsoft, les indices équipondérés rattrapent un peu quand même. Mais après, moi, par rapport à l'IA, parce qu'on a touché rapide, parce que c'était allons-y sur l'IA. Ce qu'on entendait sur Microsoft et Google. Moi, la semaine dernière, j'étais à TED, à Vancouver, pour les trucs globales, et j'ai écouté Demis Hassabis, qui est le cofondateur de DeepMind. C'est la personne derrière AlphaGo, AlphaSource, AlphaFold. Donc, c'est le cerveau. En fait, c'était deux cofondateurs. T'en as un qui est patron de Google IA et l'autre qui est patron de Microsoft IA. Donc les deux copains de chambrée anglais, là, ils ont fait du chemin. Et ma conclusion donc Demis Hassabis, donc qui vous explique, en fait, à la louche pour ceux qui
c'est intéressant parce que je pense que c'est dans la santé que les impacts vont être les plus extraordinaires. Et il disait que globalement, avant, il fallait 4 ans à un thésard pour passer du code ADN d'une protéine à sa représentation 3D. Et c'est avec cette représentation 3D de la protéine qu'on pouvait vraiment réfléchir à comment soit la bloquer ou la stimuler. Enfin, à la fin, on avait besoin de ce design, quoi. Il fallait 4 ans à un PhD pour faire une protéine. Maintenant, en 1 an, ils en ont fait 200 millions. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc lui, il est derrière le jeu de Go. Donc l'IA qui a battu le bien monde. sûr. C'était en 2016. Oui. Aujourd'hui, il a une IA qui est capable, à partir de 0. Donc tu dis bonjour IA, tu apprends un nouveau jeu. Maintenant, cette IA est capable en 9 heures, après 9 heures d'apprentissage, de battre n'importe quel joueur d'échecs. 9 heures. Donc mon point, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, nous, grand public, investisseurs, on n'a absolument rien vu des applications de l'intelligence artificielle. Rien. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est sympathique, mais la vérité n'est pas encore... Ça veut dire que si on est optimiste, bon, j'enlève tous les sujets éthiques, tout ce que vous voulez, un futur du travail, et ainsi de suite, ça, c'est encore un autre sujet. Mais par contre, ces modèles, ils existent. Ils vont être... Et accessoirement, les 200 millions de protéines, elles sont en open source. C'est-à-dire qu'il y a déjà des milliers de gens et des millions qui peuvent en profiter. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, en tant qu'investisseur, on va avoir dans les années qui viennent accès à des sociétés qui, sur la base de cette infrastructure créée par les GAFA, vont amener au marché des produits. D'accord. Donc, en clair, en tant qu'Européen, pour répondre, c'est une façon longue de répondre à la question. Ça veut dire, ok, la bataille des infras, elle est perdue. Mais elle est perdue depuis longtemps, parce que c'est une histoire de CAPEX, en fait. Par contre, la bataille des applications... Des usages et des services, elle n'a pas commencé. Donc, au-delà de tous ces sujets, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de stock picking, et puis c'est un peu le credo de nos 3 maisons, le futur existe. Après, ça veut dire que ça va remettre en cause tous les modèles de pas mal de choses. Il faut être un peu ouvert d'esprit et se dire qu'est-ce que ça change. Le vrai sujet, c'est que... Alors, on est très loin de la Fed, de la BCE, de tout ça. Ah ben non, mais c'est pas grave. On parle tous les jours. Mais le sujet, c'est qu'est-ce que ça change. Et je pense qu'en vérité, ça, on n'a pas commencé à se poser la question. Bon, la question est quand même combien tout ça va rapporter pour l'investisseur, à la fin de la journée en tout cas, Sophie. Alors, dans cette histoire de l'intelligence artificielle qui a été remise au goût, parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, mais enfin qui a été remise au goût du jour par l'intelligence artificielle générative, et surtout les commandes à NVIDIA, parce que c'est parti de là l'année dernière. Ce qui est tangible, c'est effectivement toute la question de l'infrastructure que vous mentionniez. Ça part de NVIDIA, ça descend chez tous les fournisseurs de hardware dédiés aux semi-conducteurs qui nourrissent, etc. Alors d'ailleurs, pas tous les semi-conducteurs, c'était d'ailleurs ce qui était frappant, c'est la discrimination qu'il y a eu au sein de ce secteur, très, très, très importante, très notable. Mais disons qu'on peut assez bien pister quels sont les gens qui gagnent de l'argent dans toute cette partie équipement. Voilà, ça c'est assez clair, jusqu'au cloud, avec des chiffres très très tangibles. On a vu les chiffres de SAP récemment. Bon, vraiment une lecture qui peut être assez claire de tout ce qu'on gagne. Et là, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est après où on ne sait pas du tout où on va. Toute la partie applicative est aujourd'hui absolument impossible à prévoir. Et donc, il y a un flou immense. Et quelque part, boursièrement, tous les gens qu'on a... Entre guillemets, là où les doutes interviennent maintenant, c'est sur un certain nombre de logiciels, d'applicatifs, de machin, puisque, en fait, les cartes sont rebattues. Il va y avoir effectivement des gens qui vont venir avec des idées très disruptives, très compétitives, et on ne sait pas comment tout ça va se développer, va se déployer. Et je pense qu'on parlait un petit peu hors antenne de Meta. Il y a eu beaucoup d'émotions autour de la publication de Meta, autour du CAPEX. C'est quand même normal de dépenser de l'argent pour en gagner. Ça ne devrait pas être si chaud. C'est 35 à 40 milliards de CAPEX. C'est le même genre de grandeur chez des Microsoft ou autres pour développer justement chaque année, bien sûr. Mais bon, c'était ce qui était prévu. Oui, c'est 5 milliards de plus que ce qui était prévu. Non, bien sûr, c'est un flux de CAPEX normal, on va dire, pour ce genre d'entreprise. Ils ont un peu échaudé les gens avec le métaverse. Oui, tout à fait. Il y a eu l'histoire du métaverse. Mais disons que jusqu'à ce qu'ils augmentent leur niveau de CAPEX de 5 milliards, les gens étaient quand même prêts à payer pour voir. Donc, mais parce que en fait, finalement, on arrive quand même à ce point où, sauf à être un
un ultra spécialiste et un insider. Aujourd'hui, pour l'investisseur, ça va être difficile d'évaluer comment ces groupes-là vont réussir vraiment concrètement à monétiser et à quel niveau. Donc ça requiert requiert une certaine prudence. Et peut-être qu'effectivement, on va être un petit peu plus prudent sur le secteur. En tout cas, il y aura plus d'informations. C'est assez paradoxal, parce qu'il y a un immense enthousiasme, comme l'a très bien décrit Sébastien, et en même temps, vous dites, sortie de Nvidia, ARM, TSMC, qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Microsoft a plu parce qu'en fait, ils ont expliqué qu'ils gagnaient, que concrètement, ils gagnaient de l'argent grâce à l'IA. Exactement. Mais que déjà, c'était du bénéfice. Quand vous achetez Copilot, nous, chez Arbevel, on a pris l'option Copilot. Eh ben, c'est X euros par mois en plus. Et ça vaut le coup. Non, mais t'es content de payer Copilot en plus du reste aujourd'hui ? Bah ouais. Mais je pense que En fait, c'est un peu comme Bloomberg. On a tous Bloomberg ici, et je pense qu'on utilise tous. Alors, si vraiment t'es bon, t'en utilises 5%. C'est ça. Donc, et voilà. C'est vertigineux, en fait. Et là, ce que tu vas faire, ça va prendre Copilot. Parce que sinon t'es has-been et après par contre il faut vraiment se former. Donc en fait le vrai sujet de tout ça de toute façon ça va être la formation, apprendre à faire des prompts. Aujourd'hui c'est un des métiers qui est super bien payé aux États-Unis. T'écris des prompts. Ça paraît con, mais... Oui, poser la bonne question. Non, mais c'est un truc... c'est pas évident du... Ça me parle. Poser la bonne question. C'est le renouveau des études littéraires. Sophie, vas-y. Poser des questions. C'est vrai que si on en vient aux aspects plus tangibles, au niveau d'un Microsoft, alors j'ai pas regardé la publi, mais la publi précédente, ils avaient dit quand même, bien entendu, parce que... Ils ont OpenAI, donc voilà. Mais ça ne représentait à ce jour, sur le trimestre précédent, que 1% de leur chiffre d'affaires. Donc bon... Voilà, ils n'avaient pas lancé Copilot, je pense, le trimestre précédent. Là, ils ont les premières ventes de Copilot au niveau un peu mondial. Ça va accélérer. Ça, c'est un premier produit, effectivement, tangible. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça va cannibaliser aussi ? Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même dans le logiciel, c'est que toutes les entreprises qui doivent faire des investissements ont abandonné certains produits pour se concentrer effectivement sur ces investissements, mais ils en ont abandonné. Donc il y aura des gagnants et des perdants, il y a vraiment une redistribution. On en parlait la dernière fois avec Sébastien quand vous êtes venu. Le marché a décidé par exemple que Téléperformance allait être détruit par l'IA, quand Publicis allait bénéficier d'un levier avec l'IA qui était spectaculaire, ça redevient une boîte de croissance, etc. Comme tu disais, on verra dans 3 ou 5 ans, peut-être même avant, où on en est. Bon, sur l'avenir de l'IA, thème passionnant évidemment, avec en plus grosse plateforme d'analyse technologique aujourd'hui, autour des financeurs d'échiquier, de la banque. Je vais résumer ce qui vient d'être dit. Il y a 6 ans, on a lancé le premier fonds qui investissait dans les valeurs d'intelligence artificielle en Europe. On vous regardait avec des soucoupes ? On nous regardait comme ça. Il y avait de mémoire en trafiquant un peu la liste investissable, on a trouvé 80 valeurs. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines de valeurs. Si vous prenez les enablers, les bénéficiaires, on a sûrement passé plus de 1000, largement. Là, il n'y a plus de... Donc voilà, c'est un peu illustratif de l'explosion de ce marché. Après, qui va gagner de l'argent ? On le saura effectivement dans plusieurs années, mais ce n'est pas en trimestre, c'est en années que ça va se compter. Pour être un peu plus pragmatique sur le plan des Mac 7, alors il y a l'IA, il n'y a pas que l'IA, etc. Mais quel bilan vous faites là ? Bon, il reste Amazon et Apple. Très bon pour Alphabet, sans problème pour Microsoft. On a vu Meta qui a un peu inquiété en tout cas les investisseurs. Et puis Tesla qui a pu rebondir sur sa publication. Qui est-ce que j'oublie encore ? C'est à peu près tout ce qu'on a eu dans les 7 magnifiques. Mais en tout cas, on voit des parcours boursiers beaucoup moins homogènes. Vous le disiez tout à l'heure, c'est normal de passer par cette phase-là. Ça permet de justement s'intéresser à autre chose. Le marché tournait un peu en rond autour de ces 7 valeurs. Oui, je crois que c'est à la fois discrimination, c'est-à-dire que les valos atteints, notamment par Tesla, quand même, ça défiait l'entendement. C'est pas forcément la même chose sur Nvidia, même si la marge, on en avait parlé d'ailleurs ici, de 70% va être dure à maintenir. Donc, discrimination, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis, vous le signalez tout à l'heure, si on regarde depuis le début de l'année le S&P Equal Weight et le S&P, en gros, c'est la même performance. Ça y est. Autour de 7-8%. Enfin, ça dépend à quel moment vous regardez, mais on est à peu près à la même performance. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nos métiers à tous les trois. C'est que ça sous-entend que la sélection de titres, le stock picking,
va peut-être revenir un peu au goût du jour. Donc, moi, c'est à partir de là que je vois que ce Magnificent Seven, en fait, il a été construit par... un peu ex post, en regardant ce qui avait le plus monté. On se dit, tiens, on fait un groupe. Les granolas, à un moment, ça marchait un peu moins bien, donc on change. City avait fait une nouvelle liste. Oui, c'était quoi, les Seven Wonders? Non, c'était les granolas. Ouais, d'accord, oui, c'est ça. Qu'on puisse encore faire notre... les Mac 7, la cohérence des Mac 7, c'est quand même le côté tech et la taille des entreprises, quoi. Oui, mais quand vous voyez que, par exemple, l'indice des constructeurs automobiles aux États-Unis, year to date, c'est négatif, mais ils sont tous en hausse, sauf Tesla. Vous voyez le poids absolu et relatif qu'avait pris Tesla, et ça, c'était peut-être un peu exagéré. Ouais. Bon, il y a un peu de fatigue, c'est normal, sur ces valeurs-là, ces méga caps américaines. Oui, non, pas spécialement d'ailleurs, j'en sais rien. On a vu Nvidia a pu corriger, alors c'est rien, 20% du pic au creux. Moi, j'en parle à chaque fois, je radote, mais la réalité, c'est tout à l'heure quand Olivier disait les mains qui sont... C'est plus des mains, c'est des algos en vrai, donc le marché il est exclusivement momentum. Vous faites n'importe quelle analyse de ce qui marche depuis 3 ans boursièrement, c'est le momentum. Donc, et aujourd'hui, c'est les algos c'est pas les stock pickers, c'est pas les gérants actifs, c'est la gestion passive qui est essentiellement investie dans les marchés financiers aujourd'hui. Donc, ça accentue les mouvements. Donc voilà, il y a eu un mouvement qui s'est accentué. Là, ça effectivement, ça plateau. Mais ça joue dans les deux sens, j'imagine. Oui, mais c'est évidemment... Mais au-delà de ça, moi, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en 2024, aujourd'hui, on se pose la question, on est dans un marché qui a ignoré les valorisations pendant des mois, qui les ignore plus ou moins toujours, mais il y aura un retour. Et d'ailleurs, le private equity, aujourd'hui, est très présent pour expliquer que lui, c'est compté et que ce que le marché ne veut pas valoriser, lui, le valorise parce qu'il a plein de sous. Et que acheter des boîtes sur les multiples comme ça, c'est quand même super intéressant. Il y a d'autres sujets. Vous parliez tout à l'heure des matières premières. On est dans un monde qui va rentrer en pénurie de cuivre en 2024. Oui. Donc entre l'offre et la demande de cuivre, ça va être... voilà. Donc voilà, et ça y est, tout le monde s'en foutait. Nous, on connaît bien Nexans, on demandait toujours au patron de Nexans. Et pourquoi le cuivre ne monte pas? Mais Sébastien, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le mur arrive, mais tant qu'on ne le tape pas, il se passe... Donc, là, il y avait des stocks en Chine qui ont été apurés, etc. Et là, ça y est, c'était le nickel, ça aussi. Et là, ça y est, ça monte. On voit la grosse opération potentielle. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais en tout cas, ça résonne comme l'idée que beaucoup sont en train de se préparer sur ces questions de métaux et de matières premières. C'est le côté... Je pense que ça a été accentué avec les algos, mais il y a ce côté parfois frustrant des boursiers, juste quand ils ne sont pas dans les flux aussi. C'est qu'il y a des modes et qu'à un moment on passe à autre chose. Peut-être qu'on va passer à autre chose, mais regarde, on peut faire monter et les banques et la tech en Europe. Il y a des modes, je suis d'accord, mais bon, je trouve qu'il y a quand même une cohérence. Après, tu regardes aujourd'hui la trajectoire des résultats. Je dis pas que c'est pas cohérent. Des années, elle monte. Donc après, sauf qu'il y a des actifs qui ne montent pas en harmonie avec ces résultats. Ça, c'est les small caps pour des questions de flux. Ça, c'est autre chose et ça reviendra. Et d'autres, à un moment, la banque, effectivement, pendant un moment, tout le monde s'en moquait parce que c'était pas dans l'air du temps. Et tac, c'est 20%, c'est vrai que c'est pas médiatique. Mais 23 a déjà été une excellente année pour le secteur bancaire. Je parle sous le contrôle d'Olivier, de Sophie. Tiens, à propos de value et de matières premières, je sais pas, effectivement. Alors, si on regarde justement dans l'idée de cette rotation que vous décriviez, Sophie, est-ce que, si on a le droit, est-ce qu'on peut se réintéresser à des secteurs comme le secteur pétrolier, comme le secteur des ressources de base, qui sont peut-être un peu en décalage par rapport au cours des matières premières qu'on a vu remonter quand même ces derniers temps? Alors nous, le secteur pétrolier, on n'a pas le droit. Comme ça c'est fait, c'est réglé. Mais en tant qu'observateur, alors. En tant qu'observateur. En tout cas, non, ce qui est clair, c'est que ce qu'on voit, ce qui est en train de se dessiner en Europe, c'est qu'on a fait, et pas qu'en Europe d'ailleurs, c'est qu'on a fait un point bas sur les PMI manufacturiers. Partout dans le monde, on a eu un bottom manufacturier, on arrive au bout du cycle de déstockage, et que ça a quand même des implications. Et une des implications, c'est notamment aussi la demande pour les métaux, etc. On revient sur des secteurs qu'on a boudés pendant pas mal de temps, parce qu'il y avait la concomitance d'une faible demande chinoise, une consolidation manufacturière, d'une moindre consommation de biens par rapport à la consommation de services. Donc tout ça est en train de se rééquilibrer et progressivement de repartir. Donc on revient effectivement vers du bien physique.
qui présentent des valorisations attractives. Alors, on a parlé effectivement du cuivre, là, qui est vraiment le usual suspect, parce qu'on a retapé les $10 000. Bon, il y a eu plein de choses qui ont aussi concouru à la pénurie sur le cuivre. Personne ne s'attendait non plus à ce que le Panama ferme des mines. Enfin, il y a toujours des problèmes d'offres. Oui, il y a toujours en face de ça des sujets d'offres, effectivement. Mais effectivement. Et je pense que on peut le jouer pour ramener ça à la façon dont on va se positionner en bourse. On peut l'appréhender de façon plus diversifiée dans une idée un petit peu générale de rebond industriel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a les métaux, mais il y a aussi un certain nombre d'industriels cycles courts, donc qui ont des carnets de commandes assez courts, qui voient leur carnet de commandes à nouveau s'améliorer. Enfin, il y a tout un pan, et je pense que ça s'inscrit aussi dans cette idée un petit peu de diffusion, c'est-à-dire qu'on sort des monomaniacs, des super belles boîtes de qualité. On était bien planqué là, mais on en sort un peu parce que justement se dessine quelque chose progressivement. En Europe, c'est symptomatique en plus, on sort de la crise énergétique, donc effectivement ça va un peu mieux. Vous mentionniez les small mid-cap, c'est vrai que ça a tellement décoté, et si ça va un petit peu mieux en Europe, on va y revenir. Avec une ou deux baisses de taux. Voilà, avec une ou deux baisses de taux. Enfin, c'est un petit peu le cas. Je crois que le CAC Small n'a pas démérité en avril. Je crois que... Ça va mieux, ça va mieux. Non, mais je sais qu'on part de... Oui, on part de... J'ai rien dit. Non, mais je regarde de ton côté, parce que je sais la remarque que tu vas me faire. Mais le CAC Small, je crois, surperforme le CAC large au terme du mois d'avril. C'est pas arrivé depuis très longtemps, je pense, sur un mois. Mais vous parliez du private equity, des retraits de code. Voilà, nous, on n'est pas capable de payer correctement les small mid-cap sur le marché. Le private equity le fait. Enfin, il y a potentiellement un jeu de passage. Juste une remarque. Bien sûr. Qui était, entre guillemets, par rapport au pétrole, en disant droit, pas droit. Donc le vrai sujet qu'on a, c'est notamment sur les parapétrolières, les ingénieristes comme les Technip Energy, les Subsea 7. Le problème, c'est quand tu discutes avec ces gens-là, ce sont les acteurs majeurs de la transition énergétique. Parce que c'est eux qui vont faire les installations. Et c'est eux, par exemple, Technip Energy, c'est eux qui gagnent plein de contrats en carbone capture. Ils ont d'ailleurs scindé leur activité. Le groupe technique, justement, c'est pas Aker Carbon Capture qui est le pure play que tous les fonds verts avaient. Sauf que récemment, tu t'es rendu compte que ils perdent des contrats quand c'est Technip Energy qui les gagne. Donc en réalité, ce sont ces acteurs-là qui sont des ingénieristes depuis des décennies, avec des ingénieurs, et à la fin, c'est l'ingénierie et de la gestion de projet. Donc il faut être capable d'investir sur ces sociétés, parce que c'est eux qui font la transition énergétique, en fait. Bon, tiens, puisqu'on est dans le sujet, allons-y quand même, Olivier, si vous voulez, sur le pétrole et gaz, les matières premières, etc. Et puis, je refaisais la liste. Bon, Linde, tout le monde connaît, groupe gazier, gaz industriel, bien sûr, allemand, toujours un groupe allemand, mais qui a choisi une cotation principale sur le marché américain. Effectivement, ils avaient fait une grosse acquisition sur le marché américain. Mais oui, mais il y a toujours une bonne raison. CRH, c'est du ciment irlandais, je crois, pareil, boum, on déplace le listing premier, la place principale de cotation aux US. CNH, c'était issu d'une fusion dans les véhicules professionnels, agriculture, etc. Bref, c'était coté en Italie, boum, ça se retrouve là aussi uniquement aux États-Unis. Bon, je vous refais pas l'histoire de Total Energy avec la petite phrase bien sentie de Patrick Pouyanné, qui est auditionné au Sénat d'ailleurs, je crois, en ce moment même. Non, mais est-ce qu'il y a un problème avec le marché de capitaux en Europe pour des boîtes? Linde, c'était la première capi du DAX. Alors, est-ce qu'il y a un problème? C'est pas Criteo qui se dit tiens, là. Je ne pense pas que ce soit le marché en lui-même qui pose problème. C'est plutôt le nombre d'intervenants, la profondeur, les épargnants, la réglementation, le fait que on a beau être 25 ans après la création de l'euro, il n'y a pas vraiment un marché unifié de capitaux en Europe. Enfin, c'est plus des raisons extérieures au code postal de cotation. Après, c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur, l'Europe, ça ne fait pas envie sur les 15-20 dernières années. C'est quand même ça la réalité. Donc, est-ce qu'on va gagner des tours de valorisation en plus en allant se faire coter sur des places étrangères? C'est pas si certain. Je pense que... C'est pas facile. C'est pas... on claque pas des doigts en disant je quitte le CAC et je suis coté New York Stock Exchange. Je suis sûr que M. Pouyanné aimerait avoir les ratios d'Exxon. Mais d'abord, je vous rappelle que c'est une entreprise française. Qui restera française. Donc elle ne pourra pas rentrer dans le S&P 500, par exemple, puisqu'il faut avoir son siège domicilié aux États-Unis.
Ça veut dire qu'elle ne rentrera pas dans les ETF, ça veut dire qu'elle ne rentrera pas dans pas mal de choses quand même. Donc, bon, soyons un peu prudents, c'est un effet... oui, un effet de manche. Oui, effet de manche pour... Linde a basculé, d'autres ont basculé, oui, c'est pour ça que... Parce que le centre économique du nouveau groupe Linde, il est essentiellement aux États-Unis, après le rachat d'American la Product. Holcim, hein, c'est... La Holcim, oui, bon. Alors, le CRH, je pense que le centre... Je ne sais pas où est le centre économique de CRH, il est aux États-Unis, ou en tout cas, il n'est pas en Irlande, c'est sûr. Mais il y a peut-être une raison à ça. Donc, bon, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de cas plutôt défavorables. Bon, on a gagné un double listing de Coty, on a gagné deux, trois petites choses à gauche, à droite. Donc, il ne faut pas non plus sombrer dans le défaitisme. Mais je pense que ce n'est pas dû au marché en lui-même, c'est vraiment dû à l'environnement réglementaire et la non-unification des marchés de capitaux qui fait que, par moment, quand on est un groupe vraiment mondial et dont le centre économique n'est plus la zone euro, il y a d'autres endroits où c'est plus intéressant de se faire. Oui, mais ça veut dire que c'est pas anodin de voir le discours tenu par Patrick Pouyanné. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, évidemment, au moment où le dossier de l'Union des marchés de capitaux est sur la table de tous les ministres des Finances de la zone euro aujourd'hui. Sophie ? Il y a peut-être aussi une relative défiance vis-à-vis de tous les labels ISR de ce monde, qui sont principalement européens. Et quand on voit la levée de bouclier aux États-Unis, je dis peut-être qu'il sera mieux accueilli là-bas. Il faut le dire, il y a eu aussi le choc de la refonte du label ISR. Qui devait normalement pouvoir permettre à Total d'être encore dans des fonds labellisés ISR et qui, en dernière minute, s'est fait sortir. Pour dire les choses un peu brutalement. Ma réponse tout à l'heure à la question est valable depuis ce mois. C'est-à-dire que c'est la refonte du label qui nous met dans cette situation-là et peut-être aussi explique en partie... Et la déception, c'est qu'il n'y ait pas eu de label de transition, parce que c'était ça. Qui a un label plus vert que vert, tout le monde est d'accord. Et qui ait des fonds qui est pour but d'investir dans un univers plus restreint, plus contraint, il n'y a aucun problème. Mais ne pas avoir fait de label de transition simultanément, ne pas avoir encouragé des intensités différentes, c'est là où, à mon avis, effectivement, comme dirait M. Pouyanné, on a livré Total au fonds de pension américain, c'est sûr. On avait émis l'idée d'avoir une échelle un peu gradée quand même, un label ISR vert foncé, vert clair, enfin je ne sais pas comment... oui, listing, délistings. Si, ça m'intéresse quand même. Là, sur les introductions en bourse, votre regard. Bon, à la fois, il y a eu tout le drama Believe, qui finalement permet quand même de maintenir le titre coté aujourd'hui. Bon, le PDG estime que 2 ans après, ça vaut plus 19,50, ça vaut 15. Et il y a eu quand même le retour de quelques... Moi, je l'aime bien, mais il exagère un peu quand même. Mais c'est comme ça que je le formule, moi. Lui, je le dis sans doute pas comme ça, mais en tout cas, il y a 21, ça valait 19,50 à l'introduction en bourse. 2 ans après, il fait une offre avec son consortium, mais ça vaut plus que 15. Il le formule pas, mais en tout cas, il paye 15. Mais il a raison, ça marche. Mais en partie. Et puis Planisware et d'autres là. Est-ce qu'il y a une fenêtre quand même qui est... Il y a plusieurs sujets. Déjà, le vrai sujet, c'est que Believe est une des rares IPO qui a tenu son business plan, qui a même fait mieux que ce qui était prévu au départ. Non, mais c'est vrai, je sais. C'est ce que vous dites. Et en réalité, la plupart des IPO, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est qu'elles n'exécutent pas. Donc il y a 2 sujets. Il y a un effet sélection qui, pour l'instant, par le marché, n'a pas été top ces dernières années. Et la raison étant qu'il y a des gens qui payent plus cher, et c'est le private equity qui paye plus cher, et qu'en fait, on s'est retrouvé à avoir en bourse certaines boîtes que le PE voulait peut-être pas sortir. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Planisware, c'est pas fait l'année dernière, et c'est fait récemment avec succès, mais entre-temps, ils ont un peu baissé le prix aussi. C'est-à-dire que la fourchette, le bas de fourchette est devenu haute fourchette. Et ça a permis au titre de monter de 25% le premier jour. Et bizarrement, ça a marché. Et là, on a vu avec CVC, ça a bien fonctionné. La Pouig a l'air bien partie. Donc, là, il y a plusieurs IPO, mais c'est des sociétés plus grosses, en fait. La réalité aussi, c'est qu'il y a un effet taille Donc, ça veut dire qu'on reste privé très longtemps, plus longtemps qu'avant, et qu'on va sur le marché public. En fait, c'est qu'aujourd'hui, le back to private, il va y en avoir beaucoup, parce que le marché ne paye pas. En ce moment, on refuse de payer des boîtes. On voit que la Trigano doit être au plus bas historique en valeur relative, alors qu'il ne démérite pas. Mais je pense qu'il y a malheureusement une espèce de no man's land en ce moment sur les boîtes de moins d'1 milliard d'euros qui se retrouvent avec tout simplement un désert d'investisseurs. Parce que des gens qui étaient mes petits copains il y a 5 ans sur l'univers de la micro-small,
en fait, ne sont plus là. Ou bien t'expliques qu'ils ne font plus de boîtes de moins d'1 milliard, ou bien ils ne font pas de boîtes... On ne fait pas d'IPO. Ou bien pas couvertes par 3 analystes. Oui, le fait de ne pas faire d'IPO, il y a toujours eu des gens qui font pas d'IPO. En fait, il y a toujours des philosophies différentes. Est-ce que je vais au primaire? Est-ce que j'y vais pas? En fait, j'ai posé une question sur, depuis le 1er janvier, de 31 décembre 2021, donc jusqu'à il y a un mois, on a fait ça il y a un mois, je crois que le CAC MS fait plus 2. Mid and small, ouais. Donc le CAC MS sur la période fait donc 22-23 year to date. Le CAC MS fait plus 2. Les capis supérieurs à 5 milliards du CAC MS font plus 40. Ah ouais. Ça représente à peu près 30% de l'indice. Les capis inférieurs à 150 millions font moins 85. D'accord. Les capis entre 150 et 500 font moins 65. Donc en réalité, c'est donne-moi ta capis médiane, je donne ta perf. Ouais. Et la réalité, et ce qu'on a vu, c'est que tu as plein de fonds small qui aujourd'hui t'expliquent qu'ils font des boîtes à 15 milliards de capis. C'est ça. Donc en fait, il y a eu une espèce de montée en taille des gens qui fait que en fait, il y a très très peu de gens qui s'intéressent sur des micros, quoi. Sur micro-cap. Mais je te parle même en dessous de 1 milliard, quoi. Ouais. Donc c'est le vrai sujet là. Et le PE le fait très bien maintenant. Sur la dimension introduction en bourse, là, il y a une fenêtre. Les opérations qu'on a vues en Europe, oui, c'est prometteur pour la suite, selon vous, Olivier? Ah oui, parce qu'on vient d'un tel désert que, bon, à part Douglas qui n'a pas marché, tout a globalement fonctionné à peu près. Je pense que le prix, quand même, reste une des composantes essentielles du succès d'une IPO. Faut bien voir que les dernières IPO, c'était quand même des fonds de private equity qui sortaient leur participation à des plus hauts de valorisation historique, à avoir tout mis au carré dans les boîtes. Donc c'est difficile de faire des plans de croissance par la suite. Donc moi, je pense que si on veut redynamiser le marché des IPO et donc des small et mid cap, il faut déjà que les IPO soient raisonnables en termes de prix. Que tout le monde redescende un peu. Que tout le monde, il faut que l'investisseur, à un moment ou à un autre, pour s'intéresser, il faut quand même qu'il ait un espoir de faire de l'argent et que ce ne soit pas que les dirigeants et les fonds de private equity qui sortent, qui se fassent de l'argent sur l'histoire. Et si on arrive à remettre un peu ça, ça recréera une dynamique. Mais ça va prendre assez longtemps, parce que je suis assez d'accord avec Sébastien, le marché micro et small, il est sinistré en termes de gens intéressés par ce marché, en termes même de communication financière. En plus, MIFID ne nous a pas aidés. Oui. Tout ça a créé quand même un climat qui n'est pas très propice. On a vu quand même, et je le dis depuis 6 mois, mais pour l'instant, ça ne se provoque pas dans les prix. On a vu l'arrêt des sorties dans nos fonds chez nous. Ouais, d'accord. C'est pas que ça achète, mais en tout cas, ça vend plus. Ouais. C'est déjà... les allocations sont à zéro, de toute façon. Les allocations sont, oui, au minimum, donc il reste que les croyants. Ouais. Sophie, si les IPO, ça vous intéresse, sinon il nous reste 2 minutes. Je voulais bien dire un mot du yen. Je sais pas, c'était un peu l'événement de la nuit, ce qui nous a tous réveillés ce matin. On a vu le move du yen entre 150 et plus de 160. Alors on se disait, ils interviennent à 150, puis non. On se disait, c'est 155, puis non. Et maintenant, c'est 160. Et puis oui, probablement. Et puis oui, sans doute. Non, c'est la variable d'ajustement, effectivement. On s'attendait, puisqu'il y a des rumeurs d'intervention depuis maintenant à peu près... une semaine, et puis le yen ne réagissait pas. On était assez surpris. On se disait, mais c'est quand même bizarre. Le yen ne réagit pas. Et puis, effectivement, là, on vient d'avoir une réaction assez notable. Je pense qu'il y a quand même un moment qui devient contre-productif. C'est-à-dire que les entreprises japonaises, les grandes entreprises japonaises ont énormément bénéficié de la dépréciation du yen, que ce soit pour le rapatriement de résultats ou en termes de compétitivité relative. Mais là, on arrive à un niveau contre-productif pour l'économie. La consommation, etc. Donc là, la Banque centrale japonaise, maintenant, effectivement, commence à dire... en tout cas, on est dans le discours, mais on va probablement, à un moment, effectivement, avoir une intervention. Ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est que c'est au moment où la Banque du Japon lance la normalisation de sa politique monétaire qu'on voit le yen... Alors là, c'était une journée particulière, marché férié au Japon, il n'y avait personne, pas de liquidité, mais bon... Et qu'on voit le yen s'envoler au plus bas. Non, mais dans le même temps, on repousse la baisse de taux américaine. Il n'y a plus que 25 points de base. Le différentiel de taux reste monstrueux. Il n'y a plus que 25 points de base de hausse anticipée dans les courbes. Enfin, en réalité, la trajectoire du yen, elle est aussi expliquée en partie par la force du dollar. On l'a vu sur d'autres devises. On l'a vu sur d'autres devises émergentes, et notamment, typiquement, la Banque d'Indonésie qui a été contrainte de monter ses taux. Donc là, il y a quand même
ce passage est un petit peu déstabilisant pour un certain nombre de devises. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chevelier d'Orval Asset Management, Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, et Sébastien Lelvé, Arbevel.